les sportifs sont de plus en plus valorisés. Les héroïnes sportives du passé reviennent dans la lumière à la faveur du regain du regard féministe sur l'histoire et sur la société. Mais on voit très peu de sport féminin à la télévision. On compte seulement 19 femmes dirigeantes sur 120 fédérations, 2 sur 36 pour ce qui concerne les fédérations olympiques. À l'adolescence, et c'est assez dramatique, les jeunes filles de 12 à 14 ans sont 2 fois plus nombreuses que les garçons à arrêter le sport. Les violences sexistes et sexuelles sont aujourd'hui largement laissées sous les radars, malgré leur impact très important sur la pratique sportive des femmes. La charge mentale pèse sur la pratique sportive des femmes au quotidien, en termes de coûts, en termes de temps, en termes d'estime de soi. Bien fait, Mona. Et les filles sont encore trop peu visibles sur les terrains de sport à l'extérieur. Vous le remarquez tous dans nos villes. Alors, comment faire changer les choses ? Comment faire naître des rôles modèles visibles, audibles ? La narration sportive et notamment le documentaire peuvent-ils contribuer à ériger ces nouveaux modèles ? Quels moyens mettre en œuvre pour faire en sorte d'amener les femmes à la pratique sportive qui est un enjeu d'égalité mais aussi de bien-être ? Pour en discuter, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui 4 invités que je vais présenter donc les unes après les autres. Mona Lamotte, vous êtes diplômée d'un master de psychologie du sport à l'université de Loughborough en Angleterre. Vous consacrez vos recherches aux violences sexistes et sexuelles dans le sport. On peut vous retrouver dans votre podcast Les Dessous des médailles où vous évoquez l'importance de la santé mentale dans le sport de haut niveau. Et vous travaillez actuellement à l'INSEP en tant que psychologue, où vous êtes notamment chargée de la mise en place d'un protocole d'intervention psychologique pour toutes les personnes accréditées au futur JO. C'est bien ça ? C'est bien ça. Laurence Fischer, vous êtes membre du jury cette année pour élire les meilleurs documentaires sportifs de ce premier festival, mais vous êtes aussi la fondatrice de l'ONG Fight for Dignity, qui a fait du sport un vecteur de reconstruction chez les femmes victimes de violences. Vous êtes aussi accessoirement triple championne du monde de karaté et ancienne ambassadrice pour le sport au Quai d'Orsay. Candice Prévost, vous êtes une ancienne footballeuse au PSG, vous êtes documentariste, co-autrice du très remarqué Little Miss Soccer, les filles qui font du foot, et aujourd'hui vous êtes consultante sport et égalité. Voilà. Et Valérie Domain, vous êtes la fondatrice du site A-Bloc, consacré à la place des femmes dans le sport, une mine d'or d'articles, de reportages, je vous conseille tous d'aller voir ce site, sur des sujets qui nous intéressent, et notamment ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure ces Jeux Olympiques paritaires, ces premiers Jeux Olympiques paritaires, et je voulais vous poser la question, Laurence, vous donnez la parole en premier. Je voulais savoir ce que vous inspirait le fait que ce soit ces premiers Jeux Olympiques paritaires. Est-ce qu'il était temps ? Est-ce que ça vous surprend ? Vous avez travaillé sur le forum Génération Égalité organisé par l'ONU Femmes, et j'aurais aimé avoir votre expertise et votre regard sur cette parité. Oui, merci beaucoup, merci et bonjour à toutes et à tous. Ce qui a été intéressant sur le forum Génération Égalité Pékin plus 25, ça a été, et vous l'avez très bien cité, donc c'est ONU Femmes, la première structure qui a soutenu ONU Femmes Monde, c'est le CIO. Donc en partenariat, il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été mises en place autour de l'égalité l'égalité dans le sport. Et vous l'avez cité, les 5 grands axes qu'on a, à travers l'appel de Paris, où on a mobilisé à l'occasion du forum l'ensemble des acteurs du sport. Donc on parle du secteur privé, public, des ONG de la société civile et le mouvement sportif, les organisations sportives et les grands événements sportifs internationaux, donc Paris 2024. Il y avait aussi Tokyo 2020. C'était, et finalement, je dirais que ce n'est que le miroir de la société, et vous les avez évoqués, c'est 5 grands axes, donc l'accessibilité à la pratique pour les jeunes femmes et les femmes, l'égalité salariale, l'accès aux postes en responsabilité, les problématiques qui sont liées aux violences sexuelles et au harcèlement, les femmes aussi comme rôle modèle, et tout ça, évidemment, il faut bien comprendre que c'est en interaction, et c'est si on met en place... c'est tous, à la fois les acteurs que j'ai cités qui étaient présents au forum et qu'on met en place de vraies stratégies de développement, mais peut-être que Candice en parlera aussi spécifiquement avec la 3F,
c'est quelque chose qui peut être extrêmement vertueux. Et il est vrai que Paris 2024 et le comité d'organisation, c'est aussi un miroir de l'évolution. Et effectivement, cette parité fait partie de cette approche un petit peu attendue aussi, puisque finalement, historiquement, j'aimerais dire que le sport a été créé par les hommes et pour les hommes, et où notre place reconnue, et peut-être d'autant plus en étant karatéka, nous avons eu accès, et je pense que d'autres disciplines, en tout cas en sport individuel, la boxe est rentrée au jeu en 2016, la féminine, seulement 2016, et l'accessibilité à la performance qui est aussi, on va dire, c'est un petit peu le Graal dans la pratique, mais c'est le haut de l'iceberg. On n'y a eu accès que dans les années 80. Et je finirai sur cette touche à méditer. On a 5 catégories de points en karaté seulement depuis 2008, et il y a toujours une inégalité à l'échelle du travail par équipe, puisque le par équipe existe dans les sports individuels, et il n'y a que 3 athlètes et chez les filles et 5 chez les garçons, ce qui est assez compliqué stratégiquement en cumul de victoires. Et on n'a pas encore de femmes DTN, on en a une qui est restée quelques mois, et nous n'avons jamais eu d'entraîneur national féminine. Alors, est-ce que ça voilà, c'est dit. Est-ce que ça veut dire alors, Valérie Domingue, que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est cette parité, ou voilà, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de travail encore à faire, ou alors est-ce que c'est une étape importante à vos yeux? Mais c'est une étape importante, mais en même temps, il faut se méfier de ce qui est de l'ordre de l'engagement, de l'ordre de la posture. Je dirais que si les JO sont paritaires cette année, c'est obligé. On est quand même depuis quelques années sur une prise de conscience des femmes et une espèce d'obligation finalement à en arriver à la parité, à l'obligation. Donc les JO ne faut que suivre. Après, je dirais qu'on s'occupe beaucoup des Jeux Olympiques. Moi, je dirais qu'il faudrait s'occuper de l'héritage. Qu'est-ce qui va en rester, en fait? Parce que si on considère que les Jeux Olympiques, c'est évidemment un événement mondial et que donc il ne peut être que paritaire à un moment où la femme se soulève, entre guillemets, ou en tout cas où c'est très tendance, quand même, faut le dire. Donc je dis pas que c'est l'arbre qui cache la forêt, je dis juste qu'il faut être un peu vigilant, parce que là, on est dans une obligation des JO à être paritaire, c'est comme ça que moi je vois les choses, en tout cas. Est-ce que après ça, il va y avoir un suivi? Est-ce que ça va suivre? Moi, je pense que oui, parce qu'on est vraiment dans une pente ascendante pour le coup, que maintenant on ne peut plus être indifférent, on ne peut plus ne pas connaître en fait le fait que les femmes veulent de l'égalité, et c'est pas de l'égalité du tout et du n'importe quoi en fait. C'est juste que effectivement, on veut avoir le droit de faire les mêmes sports que les hommes, c'est-à-dire des sports dits de tradition masculine. On veut aussi pouvoir les truster, et on veut aussi pouvoir les truster à notre manière, à nous. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a des détails en fait que je trouve qu'on ne traite pas suffisamment, comme par exemple, on est toujours en train, je pense que tu vas le dire, je suis sûre, mais on est toujours en train de dire, enfin quand les hommes parlent du sport féminin collectif généralement, ah oui mais alors tu vois, ils vont moins vite en foot, les filles elles vont moins vite, etc. Et en fait cette comparaison permanente, je trouve que c'est, pour moi, hein, c'est ça qu'il faut combattre. Et j'espère qu'au JO, donc qui seront paritaires cette année, on va essayer de ne pas comparer les hommes et les femmes, mais simplement de prendre l'homme et la femme dans son entièreté, et se dire simplement, ben, les femmes, elles jouent pas au foot comme les hommes, mais elles jouent leur foot, entre guillemets, en fait, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de se comparer aux hommes, et surtout, c'est pas forcément eux le modèle, quoi, je veux dire. Donc oui. voilà. Je voudrais rebondir là-dessus, Candice Prévost. Vous, est-ce que quels sont les obstacles que vous avez rencontrés en tant que jeune sportive, jeune footballeuse? Est-ce que ce sont des
Justement, est-ce que ce sont ces normes de genre dont parlait à l'instant Valérie qui étaient difficiles à vivre? Est-ce que c'était la difficulté à investir l'espace public? Parce qu'on le dit aussi beaucoup, c'est-à-dire les cities, il y a eu des études sur ces questions qui sont... Les filles n'osent pas y aller parce que le terrain est complètement occupé par les garçons et c'est très dur pour une fille d'aller prendre un ballon et de s'immerger au milieu de toute cette testostérone. Comment ça s'est passé pour vous? Ben, ça s'est passé que j'ai démarré moi le football institutionnel finalement très tard, donc j'ai justement joué dans la rue et j'étais parce que j'étais la fille forte au football et donc j'étais pas celle qui n'osait pas y aller, j'étais celle qui était prise en première dans les équipes à la récréation, donc j'ai pas du tout ce même j'allais dire ce même rôle que d'autres femmes, d'autres jeunes filles ont pu vivre. Et on connaît les travaux, je parle de Nicolas Barre, je ne sais pas si vous connaissez, qui a créé ce documentaire, la conquête de l'espace, qui est une ancienne footballeuse, Nicolas Barre. Elle a fait 10 ans d'équipe de France, elle a joué à Toulouse, c'était une joueuse exceptionnelle. Et c'est une femme exceptionnelle et elle constate en 20 ans que finalement rien n'a changé sur cette idée de la conquête de l'espace et qu'il y a toujours des sujets d'appropriation de l'espace. Il y a 95% des espaces publics sportifs des villes qui sont utilisés par les hommes. Et il y a des associations qui travaillent sur ce sujet-là, comme Sine Qua Non, qui travaillent justement sur justement l'appropriation de ces espaces publics. Et ce sont des actions qui sont importantes. Mais j'allais dire, c'est un combat permanent dans tous les endroits qui sont, j'allais dire, de l'institution, de l'école, des fédérations aussi, qui sont très traditionnelles encore, qui ont besoin d'être constamment challengées et qui voilà, se questionnent même d'ailleurs encore, se questionnent aujourd'hui, en amorçant un petit peu les Jeux Olympiques par exemple, la Fédération française de football. Et j'en suis très heureuse parce que franchement, j'ai beaucoup râlé à l'époque auprès de cette fédération qui n'avançait pas assez sur ces sujets justement de la pratique féminine. Et d'ailleurs, il faut qu'on parle d'autres termes de la pratique féminine aussi, sur les sujets du sport au féminin. Il faut qu'on change aussi, parfois aussi un peu la sémantique aussi. Mais ils ont créé un nouveau service, une nouvelle direction de l'engagement sociétal. Donc ça n'est plus quelque chose de transversal dans les différents services, mais ça va être quelque chose de pris en charge à part entière avec des personnes voilà, clés. Et ils ont fait des appels à projets aussi pour des associations qui vont pouvoir s'engager auprès de cette fédération. Donc elle devient un peu plus perméable. Et c'est très bien, je pense, pour que ça soit beaucoup plus tolérant, beaucoup plus inclusif. Mona Lamotte, est-ce que y a des freins psychologiques à la pratique sportive? Est-ce qu'on peut questionner les choses comme ça? Je pense que d'un point de vue psychologique, oui, mais aussi sociologiquement parlant, c'est vrai que pour rebondir sur la conquête de l'espace, c'est vrai qu'il y a souvent cette notion d'être un homme, ou en tout cas un garçon, c'est soit fort, prendre l'espace, va courir dans l'herbe, etc. Alors que les filles, c'est plus reste à la maison, soit plus douce, soit serviable, vraiment dans vraiment le service en fait, où la femme représente vachement ça. Et c'est vrai qu'il faudrait changer ce vocabulaire par rapport à ça. C'est comme quelque chose que j'aime bien faire aussi dans un milieu un peu informel. C'est demander quand quelqu'un me dit « j'ai regardé un match de handball, j'ai regardé un match de foot », je fais féminin ou masculin ? Pour encore une fois vraiment mettre en avant cette notion qu'il y a les deux, qui sont forcément pas médiatisés de la même manière, mais que c'est important de les mettre sur la même échelle au final. Et que c'est vrai que les pratiques sont appropriées par rapport au genre en lui-même. Mais il y a une pub Canal+, qui était sortie aussi l'année dernière, qui en fait reprenait des images de foot féminin. Et en fait, il y a eu tout un montage dessus avec des têtes des plus grands athlètes du foot masculin comme Griezmann et Mbappé. Et tout le monde était vraiment scotché à leurs écrans. Waouh, phénoménal ce goal, etc. Et tout de suite, à 20 secondes de la pub, il y a eu tout un démontage Photoshop qui montrait que c'était au final du foot féminin. Et là, tout de suite, l'intelligence artificielle au service de la cause. Si on peut l'utiliser comme ça, je suis pas contre. Mais bien sûr qu'il y a des freins. Il y a aussi cette notion de... Pub orange. Oui, c'est orange. Totalement. C'est orange. Ah, c'est orange, pardon, c'est excusez-moi. orange, mais... Mais ça m'avait pas mal touché à ce moment-là. Ce qui est assez rare.
Je pense qu'aussi, en étant une jeune fille, on sera plus amené dans des pratiques sportives, peut-être autour de 12 ans, on va plus peut-être nous emmener vers des travaux manuels, de la créativité, peut-être même musicale, pas forcément nous emmener dans des terrains où on revient pleine de boue ou qu'on a des genoux écorchés. Et vous pensez justement que, parce qu'il y a ce fameux décrochage à l'adolescence, les chiffres vraiment sont surprenants, et vous pensez que c'est notamment à cause de ça, enfin de tous ces stéréotypes dont on parle, ou il y a autre chose? Pourquoi les jeunes filles décrochent plus que les garçons à ce moment-là? Est-ce que c'est aussi la puberté, le corps, on n'a plus envie d'être, je sais pas, hein, on n'a plus envie de montrer son corps en short à l'extérieur, je vous pose la question. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une question on n'est pas forcément poussé à pratiquer des sports comme cela, mais aussi le fait qu'on ne parle pas du tout de sujet de menstruation dans le sport. Et en étant une adolescente, c'est un sujet quand même qui nous percute. Il y a plein de changements corporels par rapport aux hormones et c'est pas forcément des sujets à aborder. Les règles, c'est quelque chose qui est encore trop peu documenté et même mis en avant. Il n'y a pas forcément aussi des équipements qui sont faits pour, donc des shorts. Là, je sais que l'équipe, par exemple, de foot est passée sur des shorts de couleur et pas blanc pour justement prendre en compte ce défi-là de menstruation. Et puis même, je crois que c'est une femme sur 7 est diagnostiquée d'endométriose, ce qui est quand même énorme. Et on n'a pas assez, je trouve, d'éducation envers potentiellement les coachs à adapter et individualiser ce genre d'entraînement et comprendre vraiment réellement les besoins des athlètes en face de soi pour les accoutumer et rendre leur passion véritable et sur le long terme au final. Vous, les deux sportives de haut niveau qui sont là auprès de nous, c'est quelque chose que vous avez connu. Comment vous avez vécu cette adolescence? C'est toujours aussi, on parle de rôle modèle. J'aimerais bien entendre votre expérience. Ouais. Mon papa était pratiquant, pas de haut niveau, mais j'ai commencé à 12 ans. Même s'il avait fait des tentatives, j'étais très passionnée de théâtre et donc j'ai commencé à 12 ans par amour pour mon père. Donc ça passait l'histoire d'amour entre le karaté et moi, c'était pas ça. Et donc du coup, ça dépend aussi vraiment de son environnement et des conditions. Et puis sur la spécificité des règles, de la menstruation, j'ai un autre sujet. Avec Fight for Dignity, on travaille beaucoup le bassin, on travaille beaucoup. On essaie de faire en sorte que les victimes de violences, en tout cas les survivantes et les patientes avec lesquelles on travaille, ont un rapport à leur corps différent, et notamment sur cette partie, la partie du bassin. Donc aujourd'hui, je ne suis absolument pas gênée de vous parler d'anus, de vulve, de clitoris, et d'autant plus que je pense que j'étais même, alors, je ne sais pas pour toi Candice, mais j'avais des fuites urinaires à 25 ans. Donc sur une impulsion, j'avais déjà un parcours, ça se passait très bien dans ma carrière, j'étais avec un gainage merveilleux, donc une musculature adaptée à la pratique de haut niveau en karaté. Je me faisais pipi dessus parce qu'en fait, c'est pour ça que je parlais, c'est aussi un continuum. Je n'ai pas eu de femme entraîneur. Une femme entraîneur qui aurait eu un enfant, par exemple, en France, on a la chance pour toute femme qui donne la vie d'aller voir un kiné et de faire une rééducation périnéale, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même en fonction de votre rapport à votre corps aussi, mais c'est quand même très utile. Au moins, vous savez que vous avez un périnée. Moi, à 25 ans, je ne savais pas. Et je ne le savais pas parce que mes entraîneurs, on travaillait en crunch, donc on travaillait en poussée sur le plancher pelvien. Et donc, à un moment donné, j'étais extrêmement contractée au niveau de mon périnée et je me faisais pipi dessus. Donc, quand on vous dit que vous faites pipi dessus, en général, c'est plutôt quand vous avez un certain âge, et notamment, ça arrive à un certain âge pour des raisons hormonales, mais aussi parce qu'on ne vous a jamais dit que vous aviez un périnée, homme et femme d'ailleurs. Et donc, c'est plutôt la honte, vous voyez. J'ai pas du tout été gênée, et c'est une spécificité dans le sport aussi, les marathoniennes, de se faire pipi dessus. Voilà, donc vous voyez, c'est cette honte dans le rapport au corps, la honte, là où nous on a des kimonos blancs, de tacher son kimono. Et même, je vais te dire, moi je serais pas gênée de porter une tenue blanche, parce qu'à la limite, je vais vous dire que les règles, c'est naturel. Et même dans mes relations de manière intime avec les personnes, enfin les hommes avec qui j'ai vécu, j'avais honte d'avoir mes règles. Aujourd'hui, ça change dans les mentalités parce qu'on est prévenu, parce qu'on fait de la sensibilisation, etc. Donc voilà, je vais juste vous témoigner de ce fait, de notre rapport à notre corps qui est extrêmement complexe, parce qu'il y a une culture aussi de notre position, même en termes d'identité. Peut-être que Candice aussi, tu pourras le dire, je suis une femme homme. Au Congo où je travaille, je suis obligée de dire aux survivantes que je suis maman de 2 enfants, parce qu'elles pensent que je suis un homme parce que je fais du combat.
Vous voyez? Ou on va me dire, ah, mais t'es plutôt bien là, physiquement, t'es pas trop marqué. Ou alors on va me dire, vous voyez? Parce qu'on touche à mon identité et potentiellement on le ramène à ma sexualité. Ça, c'est une réalité. C'est la non-acceptation de correspondre à une norme attendue de la féminité. Et je m'arrête là. Les constructions à accomplir, tandis l'adolescence. L'adolescence. Ah non, non. J'allais dire, je sors sur la visibilité et sur les rôles modèles dont tu parlais, sur à qui va être les personnes qu'on va vouloir suivre. Parce que c'est aussi ça, l'idée de la motivation, de la confiance, d'aller chercher des personnes qui nous ressemblent, sans pour autant se dire qu'il faut suivre quelqu'un finalement, parce que potentiellement on peut être soi-même la personne qui va s'auto-alimenter aussi, et parfois il faut aussi s'en séparer aussi un petit peu de ces sujets de rôle modèle. J'en ai pas eu, parce que finalement la visibilité, vous connaissez les stats aussi, il y a 5%, un peu moins de 5%, tu l'as dit en introduction, de sport féminin à la télévision. Ça reste encore très peu, trop peu, et même s'il y a des mesures qui sont mises en place, ça n'empêche que c'est encore compliqué. J'ai commencé le foot grâce à Zizou et ses amis, et finalement, c'est finalement eux qui ont envoyé le déclencheur. Après, c'est finalement les coéquipières autour, quand on commence, qui animent quelque part. Mon coach, le premier entraînement que je peux faire de football, il me dit tu as toutes les qualités pour atteindre l'équipe de France. Je n'ai que 16 ans et il me lance un espèce de jet de confiance qui est assez incroyable. Donc au départ, ça va être plutôt des hommes qui vont finalement ouvrir certaines portes. Je parlais d'Aimé Jacquet qui était la personne clé pour cette mesure d'ouvrir des sections féminines. Mais après, il y a Téléfoot, un sujet en 99 sur les Américaines qui sont en finale de la Coupe du Monde. Et elles jouent chez elles. Il y a 92 000 personnes dans le stade en finale. Il y a Mia Hamm, il y a Brandy Chastain, on connaît un peu l'histoire des Américaines et du soccer, et c'est là où tu te dis ok go, c'est parti pour le rêve aussi américain, mais en même temps chez toi c'est pas la même donne. Donc c'est compliqué de s'identifier, c'est compliqué quand tu sais que de toute façon tu peux pas en faire non plus ton métier, tu te dis que tu as un plafond de verre qui est déjà là, et en réalité tu te dis c'est juste une passion, ça n'est pas possible d'en faire autrement. Et c'est pour ça que, avec Little Miss Soccer, je suis présidente de l'association Little Miss Soccer, mais ça a été un documentaire des femmes qui font le foot et on parle d'émancipation par le football. Et il y a Leslie qui est là, qui est de la production Little Miss Soccer. Mais j'allais dire aussi dans la salle également, je vois Vanessa qui est là, qui travaille sur la visibilité des femmes dans le foot et qui pourra en parler, de champion du digital. C'est important de travailler, j'allais dire, la multiplicité des acteurs et des actrices qui travaillent sur rendre visible des invisibles. Moi, les rôles modèles qu'on est allé rencontrer avec Little Miss Soccer partout dans le monde, on a fait 15 pays et on a rapporté des séquences incroyables avec des grands-mères qui jouent en Afrique du Sud, qui ont 80 ans. Voilà, j'allais dire, ce sont mes rôles modèles à moi dans une pratique qui va plutôt appuyer sur des boutons d'émotion. Oui, mais c'est intéressant parce que j'allais rebondir sur ce que vous a dit votre coach sur toi, tu vas être à 16 ans, tu seras en équipe de France, et qui vous a tout de suite mis sur le chemin de la performance. Et voilà, et de la réussite, de la performance, etc. Nous, là, ces dernières années, on parle beaucoup de femmes puissantes. Il faut être une femme puissante, etc. Alors que le sport, c'est non seulement une question de performance, certes, pour certaines, mais c'est surtout une question de bien-être. Et Valérie, vous avez fait énormément de papiers dans ABLOC sur cette question. Le sport, c'est aussi un enjeu de santé publique pour les femmes en général. Oui, alors on était sur les jeunes filles, je crois. On a un peu... et on est sur le football, et moi je voulais parler de Melissa Plaza, qui est une ancienne internationale de football, avec qui on a démarré une série de slams pour ABLOC sur les sportives, pour raconter d'une façon différente le sport et les femmes, puisqu'on parlait de rendre visible
l'invisible et toute l'histoire en fait du sport et des femmes, on a tendance à penser qu'elle est du côté des hommes. Et en fait, pour moi, elle est du côté des femmes. C'est-à-dire qu'on est aussi responsable de l'invisibilité des femmes dans le sport pour différentes raisons. Et ça rejoint tout ce dont on a déjà parlé, ça rejoint les jeunes filles, ça rejoint la façon dont on parle du sport et des femmes, en sachant qu'aujourd'hui, pour intéresser des femmes à lire, regarder, écouter du sport, c'est très compliqué parce que culturellement, en fait, les médias du sport se sont toujours intéressés au sport, aux hommes, mais surtout se sont toujours adressés à des cibles masculines. Et donc les femmes ne sont pas du tout habituées à lire des histoires de sport. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'en lançant un blog.fr, je l'ai pris comme une envie de faire de la presse féminine de sport, en me disant, parce qu'en fait il y en a marre aussi de dire que les hommes, les femmes c'est pareil, pourquoi les femmes seraient plus sensibles, etc. Bon, moi je suis journaliste depuis très très longtemps, j'ai fait des études de marché, j'ai étudié les cibles, etc. Et je sais bien quand même que les femmes elles lisent plus un certain nombre de choses que les hommes ne lisent pas et vice versa. Faut pas non plus voilà, se cacher ce qu'on est intrinsèquement. Et donc en fait c'était simplement comment on pourrait réussir en fait à faire que les femmes soutiennent d'autres femmes, ces femmes sportives s'intéressent à des vies de sportives, et donc c'est de donner, et ça va faire très cliché, excusez-moi, mais j'assume, c'est de donner de l'émotion, c'est de donner du ressenti, moi c'est ce que j'appelle, nous on fait des contenus que j'appelle chirurgicaux, c'est-à-dire qu'on va aller faire des interviews, on va aller dans le fond des émotions, de tout ce que ressentent les sportives, de façon à intéresser aussi des femmes, et aussi en allant piocher dans des contenus très inédits, comme le slam, de ce que fait Mélissa, de raconter des parcours de femmes en slamant, des parcours de sportives en slamant. Et juste parce que là je m'éloigne, mais pour des jeunes filles, c'est très intéressant, parce que nous on a lancé en janvier, tous les 15 jours, une variante d'Ablog qui s'appelle Ablog Kids, où en fait on parle justement des jeunes filles, de créer des rôles modèles pour des jeunes filles. Et ces rôles modèles-là, quand on est jeune fille, est-ce que c'est la championne olympique ou est-ce que c'est une jeune espoir en fait? C'est pour ça qu'on fait des jeunes de 16 ans, 15 ans, 16 ans qui vont au JOJ, aux Jeux de l'Olympique de la jeunesse. Et donc, ils sont vraiment des modèles. Et pour en revenir juste aux pratiquants, parce que là, on parle beaucoup de pros, mais tout à l'heure, tu disais, oui, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est l'histoire de la puberté? Elles abandonnent, etc. Bon, je crois que ça n'a pas changé du tout. C'est-à-dire qu'en fait, la puberté, ok, il y a les règles, etc., mais il y a autre chose. Il y a le regard des garçons. Et en fait, il y a un moment où l'enfant devient jeune fille, où on se préoccupe du regard des garçons, où il y a de la comparaison avec des filles qui font mieux que soi, etc., ou est-ce que le sport scolaire, est-ce qu'il nous apprend vraiment à faire du sport? Est-ce qu'on a envie de faire du sport quand on fait juste du sport scolaire? Voilà. Et puis après, il y a tout un discours de savoir si on n'a pas des parents sportifs, est-ce qu'on devient sportif, etc. Parce qu'on se rend bien compte, il y a eu des études qui ont été faites sur le fait que quand on a des parents sportifs, les enfants sont sportifs naturellement. Et après, les questions qu'il faut se poser, c'est si on n'a pas de parents sportifs, si on est dans des quartiers défavorisés, s'il y a de la religion, etc., comment on fait pour amener les jeunes filles à faire du sport et à ne pas abandonner le sport? Et c'est des solutions qu'il faut trouver, en fait, parce qu'on les connaît, les problématiques. Oui, bien sûr. Laurence, vous vouliez je voulais juste justement, puis voilà, il y a des acteurs comme, puisque on est au premier festival d'Oxport, il y a que elle est partenaire, et merci pour cette table ronde. On touche au cœur d'un enjeu. Je vois aussi Aurélie avec les sportives. On a un enjeu, c'est un travail d'équipe. Alors c'est vrai que j'ai l'honneur de faire partie du jury. On a des documentaires formidables autour
justement de la pratique du sport au féminin. Donc je vous invite, si vous ne les avez pas encore vus, mais peut-être qu'on pourra en parler après. Et c'est ça la solution aussi. C'est de permettre, si on veut faire rêver, si on veut inspirer les jeunes filles, si on veut faire changer les mentalités, et pas se dire « Ah oui, elle fait un sport de combat, c'est une femme-homme. Ah oui, les valeurs du sport, elles sont là pour toutes et tous. » Puisqu'on parlait des Jeux, les Jeux Olympiques, on ne se pose pas la question, il n'y a pas deux équipes de France para et olympiques, il y a une seule équipe de France. Nous, on se pose, moi, je ne me suis pas posé la question, je pense que Candice non plus, je ne me suis pas dit, je suis une femme qui fait du karaté. Je suis une femme qui... je suis une karatéka. Vous êtes une karatéka. Tu vois, et je pense que le changement de mentalité vient aussi grâce au fait que voilà, il y a tous ces documentaires, je ne sais pas si vous en avez vu pour en parler, mais qui permettent aussi de faire changer les mentalités. Des documentaires qui parlent à la fois d'athlètes de haut niveau et de pratiques, un peu comme celle qu'il y avait dans Little Miss Soccer, c'est-à-dire en effet ces femmes âgées qui font du football. Les modèles peuvent être... il faut multiplier les modèles, c'est ça, Mona ? Je pense que les modèles, c'est toujours une bonne façon de faire passer un message et c'est très inspirant, surtout pour des générations plus jeunes. Et je pense qu'au-delà des modèles, c'est vrai qu'il faut aussi des personnes auxquelles on peut s'identifier. Donc des personnes de notre âge, des personnes qui ne sont pas forcément des championnes olympiques ou des multimédaillées mondiales, bien que c'est un message très puissant qu'elles font voyager en nous, mais c'est aussi des personnes qui sont accessibles et les rendre accessibles en fait à la population un peu plus jeune par rapport à ça. Et là, c'est vrai que les médias ont un vrai jeu à jouer là-dessus. Et l'on dit que le sport féminin, notamment dans des sports tels que le rugby par exemple, est pas un sport très féminin, mais en même temps c'est une question de marketing. S'il y a du marketing médiatique autour du rugby féminin, donc des meilleurs stades, des meilleures lumières, tout en engouement un petit peu autour, c'est sûr que là on démocratiserait le sport et dans ces cas-là, on le rendrait plus accessible aux populations qui seront plus jeunes et forcément ça renforcerait, je pense, leur intérêt pour la pratique sportive. Bon, il y a une responsabilité médiatique, d'accord, mais il y a une responsabilité politique aussi. Je parlais tout à l'heure, je donnais les chiffres des femmes à la tête des fédérations sportives en France. C'est assez calamiteux. Comment on l'explique et comment Laurence, qui avait été au Quai d'Orsay à un moment, vous avez vu le monde politique, vous l'avez côtoyé. Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose au-delà du discours ? Vous savez, quand je vous disais qu'on n'a pas eu accès au sport, c'est aussi une question de loi. Donc ça veut dire que politiquement, il faut, et ça a été le cas, si je prends le dernier exemple sur la pédocriminalité dans le sport, il y a eu des temps d'écoute de députés à l'Assemblée nationale. Il faut c'est ce que tu dis à l'échelle d'une fédération, il faut décloisonner. Il faut permettre aussi aux personnes qui font les lois un des freins, quand je vous disais qu'un des freins de la pratique, c'est le harcèlement et les violences. Pourquoi aussi nos femmes, elles ne veulent pas s'investir moi, j'aurais tout à fait les compétences pour m'investir dans ma fédération ou dans une fédération. Mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie de mener 3 combats. Vous voyez ? Et c'est faut aussi qu'il y ait des portes qui s'ouvrent et qu'on nous permette de pouvoir... Il y a le fait de... Bon, je me sens absolument légitime, mais il y a aussi cette manière, cette autocensure aussi qu'on se permet parce que on mène toujours 3 combats hein, quand on est... à la fois quand on doit être reconnu en tant que dans notre compétence à être quand on performe pour en revenir à la politique effectivement il faut qu'il y ait une volonté politique, mais vous savez moi une des conclusions que j'ai amenées à la fin de ma mission au Quai d'Orsay en janvier dernier, on a le mouvement sportif qui porte les valeurs olympiques. Il y a valeur, on parle de la trêve olympique pour ces jeux-là. Ça veut dire que les valeurs, et c'est ça le pouvoir du sport, c'est de se dire que je sois une femme, que je sois un homme, que je sois juif, musulman, que je sois noir, que je sois en situation de handicap, je pratique. Et il n'y a pas de jugement, parce que c'est une passion qui nous est commune, on a des règles communes, et parce qu'on est dans ce cadre-là, porté par des fédérations, au-delà des enjeux, on pourrait parler de propagande pour certains pays totalitaires, on est capable de se retrouver. C'est la force du sport.
et c'est la paix. C'est puissant en vrai. Sauf que on est obligé à l'échelle du coup, ces valeurs existent parce qu'il y a l'autonomie du mouvement sportif. Et comme vous dissociez pour avoir ces valeurs-là, la politique aujourd'hui est portée par un gouvernement et le sport, eh bien, moi je pose la question de comment est-ce qu'on fait un lien et qu'on arrive à travailler ensemble au profit de l'intérêt général aussi, et en premier lieu des enfants qui sont dans un cadre, dans quel cas, dans un cadre porté par un gouvernement qui est l'éducation nationale. Je prends juste ça. Donc moi je vous pose la question aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait la puissance des bénévoles, des clubs, de ces structures fédérales et de ceux qui font et qui portent le sport majoritairement, enfin de là où sont nos enfants, qui sont les écoles. Et donc la reconnaissance qu'on attend aussi de l'engagement politique et d'un gouvernement, le sport, il n'est pas là, il n'est pas que là. Il est majoritairement dans sa pratique au quotidien, dans nos fédérations. Et justement, à la Fédération française de football, par exemple, comment ça... Alors, moi, je suis pas du tout à la Fédération Oui, française oui, de foot oui, et oui. j'ai été élue et justement, je partage... Encore une femme à la tête de la Fédération Je partage, française de football. oui, mais je partage l'avis aussi que tu t'es évoqué sur l'autocensure de pas forcément vouloir y aller parce que c'est un combat aussi d'y être. Je pense que c'est difficile et encore, même si elle avance et qu'il y a des mesures qui sont mises en place, c'est important, mais je reviens sur l'école parce que pour moi le sujet il est essentiellement sur l'ordre de l'éducation nationale, même s'il ne faut pas leur mettre tout sur les épaules, les pauvres, parce que les pauvres écoliers, les pauvres enfants vont avoir beaucoup à faire pour régler tous nos problèmes. Ça va être un gros combat pour eux. On fait des interventions encore. En fait, j'allais dire, je suis vraiment une personne qui a fait une action à l'époque, en 2019, donc elle date, et j'ai l'impression je suis encore là, et ça me pose problème parce que je me dis, il faut que je sois remplacée aussi par les footballeuses aussi qui prennent cette place-là pour aller faire des actions de sensibilisation. Est-ce que vous sentez l'émergence à la faveur aussi du mouvement sociétal plus large du regard féministe dont je parlais tout à l'heure. Le MeToo et les jeux féministes que souhaite la maire de Paris, tous ces sujets-là, ils sont encore une fois très freinés par des modèles ancestraux, traditionnels et vieillissants, mais qu'il faut après derrière bousculer un petit peu. C'est comme les médias et en fait tout ce qui se passe aussi sur d'autres plateformes en parallèle aussi. On peut faire vraiment le duplicat des médias, des institutions et de tout ce qui se passe de façon un peu indépendante. Il y a des associations qui sont autour des institutions et qui gravitent et qui sont hyper inclusives. Il y a, je parle de la Coupe Bernard Tapie, par exemple, qui est un super tournoi de foot inclusif et qui accueille le Real Madrid, des équipes très innovantes. Je vous invite à venir voir parce que c'est vraiment un tournoi très inclusif. On joue avec des personnes trans, des lesbiennes, tout le monde est là, c'est un mélange, il n'y a pas de femmes, hommes en fait, c'est le monde, on fait du foot, on est ensemble et c'est là en fait moi que j'ai envie d'aller challenger un petit peu et je me sens ovni dans ma fédération, je me sens un peu paria un peu de ma fédération, même si elle s'engage un petit peu, mais je me sens encore pas assez, je me sens différente. Mona, je voulais réagir à ce que vient de dire Candice. Après, je réagirai. Oui, allez-y. Oui, ça me fait réagir parce que justement, je suis en train de travailler et commissionner par le comité olympique pour développer un protocole d'intervention, du coup pour l'accompagnement psychologique pendant les Jeux olympiques. Et c'est un travail qui est très intéressant parce que justement, on a une page blanche. Donc ça veut dire qu'il y a tout à faire, mais rien n'a été fait entre guillemets, donc c'est très excitant et à la fois très challengeant. Et dans ma démarche, en fait, pour approcher ce protocole d'intervention pour toutes les personnes accréditées, donc ça regroupe une dizaine de milliers quand même de personnes dans le village olympique. Une facette que je voulais vachement mettre en avant, c'était justement les associations qui font un gros travail de fond, notamment par rapport au VSS, du coup les violences sexistes et sexuelles.
J'étais en contact avec le directeur de la CUP, qui est les cellules d'urgence en cas d'attentat, et c'est malheureusement un risque aussi d'accueillir un événement planétaire comme ça, qui me dit que les risques du coup de violences sexuelles est triplé, voire x4. C'est quand même énorme pendant ce genre d'événement. Et même si on en regarde les statistiques, dans le sport de pratique de moins de 18 ans, il y a une athlète sur 7 qui va être confrontée à des faits de violences sexuelles. Et quand on passe dans le haut niveau, c'est une athlète sur 3. Donc c'est 33% quand même de nos athlètes françaises, c'est quand même assez aberrant. Et donc du coup, vraiment des personnes qui font un énorme travail de fond par rapport à l'inclusivité, comme vous venez de mentionner, mais aussi par rapport à juste le bien-être des athlètes, parce que c'est vrai qu'on les pousse à la performance. Beaucoup dans les fédérations, on a des notions de dolorisme auxquelles on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment le dépassement de soi, la douleur qui est glorifiée et même intensifiée. Et c'est si tu finis pas ton entraînement avec des pieds en sang, si tu es danseuse, ou en train de vomir si tu fais de l'athlétisme, mais peut-être que tu n'as pas à aller chercher aussi loin. Et c'est pour ça que j'ai décidé, même moi, de me focaliser sur la psychologie du sport, qui est un versant hyper intéressant, à contrario de la préparation mentale, qui est bien sûr essentielle aussi, mais qui se focalise purement par rapport à la performance, qui travaille des thématiques comme la gestion des émotions, la concentration. Mais si on replaçait potentiellement le bien-être et l'alignement de soi d'un athlète, peut-être que la performance en découlerait plus naturellement aussi. Donc, Valérie, pour bientôt conclure. Ah oui, non, je voulais, non, c'est parce que je disais juste que aussi sur Abloc, on fait aussi de la transidentité. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui m'a dit, mais bon, alors déjà toi tu essayes de défendre les femmes dans le sport, puis alors maintenant tu es carrément à la transidentité, mais t'es folle, mais ça faut que t'attendes encore une trentaine d'années avant de faire ça. Donc c'est juste pour dire que c'est très très compliqué en fait la transidentité. Déjà que les femmes c'est compliqué. Et aussi, je veux dire, faut aussi parce qu'on n'arrête pas de dire que oui, le dépassement de soi, performance, c'est vraiment, moi je trouve faut pas trop. Je pense que le dépassement de soi, la performance, c'est important pour moi. C'est important pourquoi ? Parce que en fait, je pense que quand on fait du sport, mais là je parle pas de haut niveau, je parle vraiment en général dans la vie. C'est que en fait, faire du sport, ok, on peut faire du sport pour se faire plaisir, en loisir, etc. C'est ok. Mais il me semble que le sport, il aide aussi à se réaliser, il aide à s'épanouir, il aide à s'imposer dans toutes les sphères de sa vie. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'ai créé Abloc, puisque le sport a bouleversé ma vie. Et donc, avoir la confiance en soi, c'est aussi parce qu'on a réussi à se dépasser, à dépasser ses barrières, et qu'à un moment, on s'est dit, ok, ça, jamais, j'aurais cru que je pourrais le faire. Et du coup, si je peux faire ça, à l'âge que j'ai, parce que moi, j'ai eu une foi tardive dans le sport, c'est que, en fait, je peux tout faire, quoi, en gros. Et je voudrais, parce que je sais que c'est bientôt la fin, par rapport aux femmes, c'est une anecdote que j'aimerais raconter parce que j'y ai été confrontée sur les documentaires justement, et je pense qu'il faut aussi parler des photos. Parce qu'on a fait un sujet sur une course qui était mixte, et quand on est allé voir la banque d'images que nous a donné les organisateurs de la course, j'ai été quand même stupéfaite de constater qu'en fait il y avait 70% c'était des petits garçons, parce qu'en fait c'était dans le cadre d'une course d'enfants, enfants à ados, et sur cette bande d'images, non seulement il y avait 70% de petits garçons et donc le reste c'est des petites filles, donc nous comme on est plutôt penchés petites filles, on a cherché des jolies photos pour illustrer le sport et les filles, parce que nous, on est beaucoup dans la joie, etc. Et en fait, et c'est là où le diable se cache vraiment dans les détails, c'est que, en fait, quand vous voyez les photos des petits garçons qui font leur effort, ils sont heureux, il y a des cris, on voit les sourires, c'est magnifique. Et quand on voit les filles dans l'effort, elles sont grimaçantes, elles souffrent. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment choquée, ça m'a vraiment marquée. Parce que je me suis dit, ça en fait, on le remarque pas. En fait, c'est totalement. Je pense que d'abord les gens qui ont fait cette bande d'images, ils sont complètement inconscients. Mais je pense qu'en fait, dans la tête des photographes, c'est que voir une gamine qui rentre dans la boue, qui monte à la corde, etc., c'est hyper dur en soi.
Donc on va la prendre dans une situation où elle est en souffrance. Voilà. Mais les garçons, eux, ils adorent ça, forcément, ils adorent ça, quoi. Donc on va les prendre en train de rigoler, et je me fais un check. Et en fait, c'est là où il y a vraiment un problème. Il faut être extrêmement vigilant sur des toutes petites choses comme ça. Parce que, en fait, ça véhicule encore et encore l'idée que, ok, les femmes, elles veulent faire comme les garçons, mais en fait, elles sont pas prêtes, quoi. Elles sont pas assez fortes. Mais regarde, la pauvre. Parce qu'on se souvient quand même que la première épreuve de sprint aux Jeux Olympiques, il a quand même été annulé parce que les femmes avaient été prises en photo à la fin de l'épreuve où elles étaient en sueur, elles étaient rouges, et on a dit, mais c'est pas, une femme doit pas être comme ça. Et donc, en fait, moi, quand j'ai vu ces photos-là, ça m'a rappelé cette anecdote-là. Et donc, je veux dire qu'il faut être vigilant parce que c'est pas toujours conscientisé. C'est vraiment quelque chose qui a été fait comme ça. Et du coup, quand j'ai appelé l'organisateur pour lui dire je comprends pas en fait pourquoi j'ai ça sous les yeux, il est tombé de sa chaise, quoi, littéralement. Il m'a dit ah bon, bah ouais, d'accord, on va voir ça. Donc en fait, je dirais que c'est presque aussi de l'éducation des médias, de l'éducation des photographes, de l'éducation de ce qu'on nous donne aussi à diffuser, en se disant bah ouais mais non mais ça va pas en fait, mais je peux pas diffuser ça comme ça. C'est pour ça que le documentaire, les photos, c'est vraiment très très important parce que ça aide évidemment à rendre visible l'invisible, mais faisons vraiment attention à ce que ces voix-là, elles portent quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qu'on aimerait, une bonne et une belle évolution, en fait. Oui, non, parce que du coup, moi, ce que j'entends aussi, c'est que à un moment donné, ces petits garçons, ils font des grimaces aussi, et que les filles devaient être aussi bien souriantes à des moments, quoi. C'est-à-dire qu'à la limite, pourquoi ne pas montrer les deux? Parce que c'est aussi cette diversité d'émotions qu'on peut retrouver dans l'effort, tu vois. Parce que c'est pareil, moi, l'effort, que d'un effort, et je pense que pour celles qui ne font pas de sport, mesdames, à un moment donné, si vous avez eu l'occasion de donner la vie, je pense qu'à un moment donné, vous êtes dans un état où l'état dans lequel vous êtes, vous avez un peu oublié. J'aime bien donner cet exemple-là, tu vois, parce que cette situation physique où tu ne contrôles plus, c'est merveilleux. Et nous, ce qui est merveilleux en sport, c'est qu'on nous donne l'occasion. Donc que je fasse la grimace, que je pousse des cris, que je sois vraiment moi-même et que j'ai cette capacité de ne pas être jugée par mes proches parce que j'ai je peux crier, je peux être le visage déformé et tout, ça fait un bien infini. Et ça, certainement que ça contribue justement au fait du bien-être. Des super exemples. Ah ouais. Mona. Ouais, pour rebondir juste rapidement sur ce point-là, c'est hyper intéressant parce que dans un des podcasts du coup que j'ai fait avec Carole Grundig, qui est une plongiste française qui a été qualifiée pour les Jeux de Rio en 2016, c'est drôle parce que dans le podcast on parle de la femme en étant sportive de haut niveau, en étant maman, en étant homosexuelle aussi, donc il y a beaucoup d'ajouts, un peu de discrimination à ça. Elle est noire? Non. Là aussi, ça aurait été pas mal. Hein. Ouais, là, ça aurait été un Ouais, bagage. Mais non, du coup, ce qu'elle racontait là-dedans, c'était le fait que, donc, après sa qualification pour les Jeux de 2016, elle avait toujours concouru et performé en short. Et avant les Jeux, il y a son président de fédération qui vient la voir et qui lui demande « Est-ce que tu peux mettre une jupette pour les Jeux ?» Donc elle était un petit peu effarée par ça, parce que du coup, sa réponse c'était « Mais attendez, vous me demandez d'être belle ou vous me demandez d'être performante ? Lequel, en fait, est-ce que vous voulez que je sois ?» Donc elle a lutté et milité pour ne pas mettre cette jupe au final, pour ne pas... Elle a gagné. Elle a gagné, effectivement. Ce combat-là. Et puis alors, je prends deux exemples extraordinaires. Le sponsor Nike, on a là une légende de l'athlétisme qui est Alison Félix. Elle est enceinte, elle perd son sponsor. Elle a fait changer le... C'est quand même... Vous voyez les contraintes qu'on a? Oui, absolument. Donc le maire qui a perdu aussi son sponsor en étant enceinte. Grâce à elle, préparer le Vendée Globe. Ou Clarisse Agbenoniou qui a permis de dire voilà, moi je veux que ma fille Olympe soit avec moi, salle d'échauffement, j'allaite, je suis capable, laissez-moi vivre ma relation avec ma fille, ça m'empêche pas d'être performante. Donc on est en train de faire aussi changer les mentalités grâce à ces femmes. Là, c'est long. Oui. Ben, le sujet est très large. Hein. Ouais. On a débordé du documentaire. On a abordé plein de sujets. Je voulais juste pour finir vous demander quand même. Alors, Candice, vous avez déjà un peu répondu, mais je vais quand même vous reposer la question.
Quel était votre rôle modèle à vous, s'il y en avait une à citer, ou un peut-être, hein, mais enfin, c'est quoi? C'est cette fameuse équipe dont vous parliez tout à l'heure? Non, Chacune. voilà, c'est mon modèle, c'était Ingrid Boyel-Dieu, qui était une joueuse, une coéquipière, qui était professeure de PS. Je voulais faire professeure de PS. Elle avait joué au tennis, elle a fait du foot, et elle était attaquante, et j'étais attaquante. Et c'était pas pour ça que j'étais attaquante, parce que voilà, mais c'était comme ça. Et c'était elle mon modèle, parce qu'elle était performante et surtout très, je vais dire, très accessible et gentille. Voilà, c'est tout. Valérie. Ben, moi, mon rôle modèle, c'est mon fils, donc du coup, ça correspond pas. Parce que quand j'ai dû ouvrir un nouveau chapitre de ma vie, comme il est extrêmement sportif, c'est lui qui m'a inspirée. Et c'est lui que j'ai vu construire par le sport, et je me suis dit, bah, moi aussi, je voudrais sculpter, contrôler, construire mon corps. Et donc, c'est avec lui. Mais aujourd'hui, je dirais qu'en ayant lancé à Bloc, on a choisi comme ambassadrice Anaïs Kemener, dont le film a été présenté ici, donc la marathonienne reneuse le jour et soignante la nuit, qui a eu un cancer. Et donc, en fait, elle est ambassadrice d'Abloc aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment un rôle modèle puissant. Parce qu'en fait, au-delà du sport de haut niveau, elle démontre qu'elle vit sa vie de femme aussi, sa vie professionnelle, elle a un métier. Et c'est aussi une femme, si vous avez la chance, l'immense chance de la rencontrer. C'est une femme extrêmement gentille, extrêmement généreuse, qui a un sourire fabuleux, qui mesure 1m52 et qui a un charisme formidable. Voilà, et puis je finirai juste en disant que c'est la première interview que j'ai faite pour Ablog, et c'est non, c'est pas Anaïs, mais celle que je vais citer, c'est la première interview que j'ai faite pour Ablog, et qui est une infirmière aussi, c'est marrant, et qui est 6 mois sur un fil et 6 mois infirmière. C'est Louise Lenoble, et c'est une star de la Highline française. Et donc la Highline, elle se balade sur des fils entre 2 montagnes, les plus hautes montagnes du monde. Et elle est, par exemple, elle est 6 mois infirmière l'hiver, et l'été, elle part 6 mois faire de la Highline. Elle a fait un peu parler d'elle pendant le Covid, puisque elle est revenue toute l'année pour faire son métier. Elle a fait beaucoup de choses et en fait, ces femmes-là, on les connaît pas. En fait, enfin, on connaît Anaïs maintenant, mais Louise Lenoble, il y en a d'autres. Hein. On les connaît pas, mais c'est des femmes extraordinaires et qui sont inspirantes par leur façon de vivre, leur vie de femme et leur sport. Et c'est ça où c'est intéressant, parce que ce ne sont pas que des sportifs de haut niveau. Elles sont aussi des femmes qui ont un métier, elles sont des femmes qui ont des enfants, des femmes qui n'en ont pas, des femmes qui ont décidé de vivre une vie différente ou pas. Voilà, et moi aussi je pourrais parler des heures, donc je vais passer le micro. C'était une. Je dirais d'abord ma mère, voilà, la première femme de ma vie. Ensuite, Marie-Josée Pérec, extraordinaire. Alors là, Marie-Jo, je l'ai vu, donc mon rapport aux Jeux Olympiques aussi. Extraordinaire, Marie-Jo. Qu'elle allume la flamme, la dernière. Là. Ouais, j'avoue. Et ensuite, et puis je ne peux pas, pareil avec Fight for Dignity, vous citer des femmes, moi qui n'ai pas été victime de violence, mais des femmes qui m'ont beaucoup inspirée. Alors un homme, le docteur Mukwege, mais c'est plus sur mes sujets, voilà, comme quoi aussi. Et c'est Norma Bastidas, qui avait fait un travail de résilience extraordinaire par le sport, violée dans le cartel mexicain par son oncle à 16 ans, esclave sexuelle au Japon pendant des années. Elle est mexicaine, elle est mexico-canadienne. C'est des femmes, elle a le record, elle a fait Cancun, Washington DC, donc en triathlon, ultra triathlon. Un peu comme Anaïs, dans le sens, une femme rayonnante. Vous la rencontrez, vous n'avez pas l'impression qu'elle a vécu des choses que moi-même je ne peux pas m'imaginer. Donc Norma, par ça, et Pauline Cambi, je vous invite à lire son livre aussi, qui était capitaine de l'équipe de France de basket, qui a eu un parcours, qui a vécu l'inceste par son père, et qui, pour moi, c'est des femmes qui ont vécu des choses terribles et qui sont tellement fortes, voilà, et qui sont exemplaires dans et qui ont eu le courage de témoigner de leur parcours cabossé. Moi aussi, si vous permettez, je vais en nommer 2. La première avec qui j'étais un petit peu plus bercée quand j'étais petite, c'est Billie Jean King, qui a fait avancer
plein de choses, notamment dans le milieu du tennis, et c'est grâce à elle qu'à l'US Open, par exemple, le prix pour les femmes et les hommes est le même en termes monétaires, donc à la fin, et ça c'est plutôt un énorme achievement, je pense. Et puis même c'est une femme remarquable qui a commencé toute seule, qui est connue aussi par la bataille des sexes contre Billy Riggs, qui l'a gagnée en 5-7, enfin juste en parlant j'ai eu des petits frissons dans mon bras droit, donc ça vous explique. Il y a un film aussi là-dessus avec Emma Stone, incroyable, et je vous invite aussi à lire sa biographie qui est dingue ici. Et la deuxième personne, c'est une personne qui a été pas mal politisée pour pas forcément les bonnes raisons, c'est Caster Semenya, qui est une coureuse de 800 mètres qui a été beaucoup scrutée, exactement sud-africaine, qui a sorti sa biographie, pareil, en novembre 2023, incroyable, et elle retrace son parcours parce qu'elle n'a pas forcément beaucoup pris la parole médiatiquement, parce qu'elle a été mise sur les projecteurs par rapport au fait est-ce que c'était un homme, est-ce que c'était une femme. Alors, Où devait-elle concourir Exactement, on lui elle a... est toujours dans ces sujets-là. Totalement, ouais, bien sûr. Exactement, avec Sébastien Cohen en plus, pardon, qui exactement, qui est le directeur de World Sébastien Cohen qui est pas bon. Ouais, non, du coup, pas pas le du sujet. tout la même chose. C'est pas le bon sujet, c'est pas le bon sujet. C'est ça. Mais une femme remarquable qui se bat notamment pour elle, mais aussi d'autres coureuses qui sont dans le même classement qu'elle, et malheureusement la classification est pas forcément juste. Ça revient aussi aux normes de genre, on en parlait peut-être pour boucler un petit peu la boucle, quand on est jeune, à 12, 13, 14 ans, il y a aussi des normes de genre qu'on essaye de rentrer dedans. Et peut-être qu'en étant une femme athlétique, c'est pas forcément les normes de genre sociétaux qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est peut-être une barrière aussi. Donc voilà mes deux grosses inspirations sportives. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette conversation passionnante. Merci beaucoup. Il y a quelques personnes qui avaient voulu poser des questions. Je mets un micro, parce que vous avez quand même créé l'envie du débat et de questions, regardez. Moi, mon rôle modèle, c'est ma mère. Alors, je suis congolais, donc je pense que vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. Kin ou Brazza De Kin. Ok. Voilà. Donc, une société, en fait, un peu bicéphale dans le sens où on est matriarcat, par ma mère, et il y a beaucoup d'hommes qui gèrent, on va dire, la vie courante. Chez nous, les hommes ne rentrent pas dans la cuisine. D'accord? Ma mère m'a éduqué de manière à ce que je sois complet. C'est-à-dire que sans femme, je suis complet. Cuisine, dans le sens où... Opérationnel. Voilà, je rentre dans la cuisine, c'est pas un problème. J'ai eu un débat avec ma grand-mère à l'époque, qui m'a vu laver des assiettes en mode « Qu'est-ce que tu fais? On lave pas des assiettes, t'es un garçon. » Donc ma mère, qui a grandi dans les années, qui est née en 56, pardon, elle m'a élevé de manière à ce que je n'ai pas de distinction. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. Et non, ça amène ma question. Dans le défi que l'on suit, beaucoup sont nés entre 2002 et 2005. Elles sont, pour la plupart, amenées à la pratique sportive par leur père. C'est leur père qui les amène au foot. 95% des filles vont nous dire non, je joue au foot parce que mon père joue au foot, il m'amène au foot. Mon frère était fan de foot, il m'amène au foot. Et à la suite, c'est mais ma mère voulait pas que je fasse du foot parce que j'étais avec les garçons. Donc, est-ce que dans l'émancipation de la pratique sportive des femmes, il n'y a pas aussi la transmission de vous-même les femmes sur ce Oui, problème? mais il faut une première génération. Candice. Ma mère, elle m'a dit à 16 ans, tu veux pas plutôt faire de la danse? Oui, bien sûr, mais les plus proches parfois sont les plus empêchants, et la confiance elle est vite fragilisée aussi, mais c'est... Après, j'allais dire, moi, ma mère est née en Andalousie, elle est arrivée à 11 ans en France, il faut pas faire de vagues. Il y a un truc aussi où les femmes, je pense que on a aussi pas... j'allais dire la génération de ma mère, peut-être... c'est pas l'idée d'une génération en réalité. Je pense que ça va plus loin que ça. En réalité, c'est pas l'âge qui est le sujet. C'était l'idée de pas faire de vagues parce qu'il faut. Ma mère était majorette. Qu'est-ce que tu veux que sa fille elle aille faire du foot? T'imagines comment c'est compliqué de voir sa fille faire du foot alors qu'elle est majorette. Elle respecte un peu la norme. Et cette norme-là, elle a besoin d'être un petit peu plus élastique. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, elle est bien sûr beaucoup plus large. Elle est re-questionnée. Il y a eu plein de phénomènes de société qui ont fait que ça a bousculé un petit peu le sujet. Mais
j'irai un peu plus loin sur l'idée du vivre ensemble, parce qu'en fait, les filles et les garçons à l'école n'y jouent pas ensemble. Et il y a ce truc-là où il y a un vrai sujet d'essayer de partager davantage le terrain ensemble, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour moi, l'idée de la mixité et du partage aussi de ces sujets-là vont faire en sorte, parce qu'aujourd'hui, on fait des actions de sensibilisation avec Little Miss Soccer encore, et dans les établissements scolaires, et c'est toujours la même chose. Dès qu'on va faire rouler le ballon avec des groupes classes, ça joue. Ces garçons, c'est difficile, quoi. Et les filles, elles ont peur, elles n'ont pas envie. Donc, en réalité, il y a un vrai sujet d'essayer de retirer, de déconstruire les représentations, d'essayer de faire, de se dire que c'est pas de la compétition. Il faut placer le jeu au centre, le plaisir au centre, et de se dire que c'est peut-être pas le foot que eux jouent. Voilà, dans les clubs, mais j'ai dépassé le truc. Mais c'est vrai que j'avais envie de placer tout ça. Il y avait encore d'autres questions, peut-être pas 4. Non, c'était une deuxième c'était une blague pour... donc ma seconde question, c'était plus à qui s'adresse le sport féminin. On a tendance à vouloir forcément opposer, et beaucoup, moi par exemple quand je regarde la télévision et que je vois une femme dans une compétition comme genre Ninja Warriors par exemple, et qui vient et qui me dit « je me bats pour toutes les femmes », ça m'horripile. Je me dis « pourquoi ton combat, tu viens pour toi, arrête de vouloir venir et nous expliquer que toutes les filles sont sur le même diapason et sur la même chose. Et donc arrête de venir vouloir me prouver à moi que tu as le droit de faire du sport. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression qu'on bloque justement la pratique sportive à c'est un sport de filles et c'est un sport de garçons. Parce que quand nous on est sur le terrain, on voit les gens dans les tribunes, majoritairement, c'est des garçons, des hommes qui sont spectateurs du foot féminin. Là, c'est parce que je connais le foot de chaque jour. On est sur le foot féminin. C'est ce que je vois en majorité. Je viens d'Angleterre. Les clubs de foot, comme Chelsea, Man City, tout ça, ont décidé de faire des stades pour leur section féminine, qu'elles arrêtent de jouer dans le stade des garçons et être le lever de rideau des garçons, parce que elles commencent à avoir une économie. Là, je rejoins un peu ce que tu disais. On crée une économie sans vouloir opposer les garçons et les filles. Mais j'ai l'impression qu'ici, on est toujours dans « je fais du foot féminin ». Donc, t'es une fille, il faut que tu parles aux filles. Il faut que tu aies un garçon. Et par contre, les garçons, on est universel. Mais je pensais que justement, le fait que alors là, vous allez y répondre, mais le fait que les jeunes que les footballeuses jouent dans le même stade que les garçons, c'est plutôt quelque chose qu'elles souhaitent, parce que sinon elles sont reléguées dans des petits stades j'ai récemment fait un reportage sur le Paris FC qui justement se targuait de enfin proposer des matchs gratuits pour les matchs filles et les matchs garçons, et dans le même stade, l'enceinte de Charletti, me semble-t-il. Voilà. Donc, je confirme Charletti. Oui, Charletti. Mais c'est... Moi, quand je jouais au Paris Saint-Germain, on se baladait un peu partout pour aller trouver un terrain qui nous accueille. Alors, Paris, la région parisienne, il y a une densité, c'est sûr. Mais et là, on a vu aussi que cette année, le Paris Saint-Germain, l'équipe féminine, a aussi été en difficulté pour trouver son terrain. Ce qui est le cas aussi du Paris FC, je vais dire Juvisy à l'ancienne. Et c'est vrai que c'est comme le bouquin de Virginia Woolf, c'est un terrain à soi, ça serait quand même intéressant. Plutôt que la chambre à soi, mais un terrain à soi, ça serait quand même important. Et il y a un vrai sujet pour moi de s'émanciper du modèle masculin, et que on n'a pas encore trouvé notre public. Je suis certaine qu'on n'a pas encore trouvé notre public, parce que là le public, c'est d'ailleurs Sonia Bonpastor, la coach de l'Olympique Lyonnais, disait que les ultras ne venaient pas tous au match, voir l'OL en plus, quoi. Je veux dire, c'est la meilleure équipe, la plus attractive, la plus sympa, peut-être à regarder. Et même si le PL, c'est pas mal. Elle a pris la plus titrée. Ouais, exactement. Et c'est vrai que elle disait, non, là il y a les joueurs. En fait, le match était en même temps que les garçons, que les hommes. Et puis en plus, vous gagnez tout le temps, c'est chiant. Donc, et en réalité, je pense qu'on n'a pas encore trouvé notre public, et je pense que justement les associations qui tournent autour,
pour moi, ça va être à elle de justement d'investir les tribunes. Mais je partage complètement et on pourra discuter ensemble. Ah ben, je veux bien compléter ça, juste pour... je crois que c'est la fin, là. Je suis bête. Non, et juste... Les lumières ont non, s'éteint. parce que la question, c'était à qui s'adresse le sport féminin. Et en fait, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'était que le sport féminin, aujourd'hui, je pense que c'est aux femmes qu'il faut le vendre, en fait. Parce que toutes les études de marché que j'ai faites, moi, avant le lancement d'Abloc, nous ont démontré que les hommes étaient plutôt très ouverts à voir des femmes dans le sport, à voir les femmes courir, à voir les femmes faire de l'haltérophilie, en fait, ils sont plutôt ouverts à tout ça, même s'il y a de la critique, parce qu'il y a de la comparaison, ce que je disais tout à l'heure. En fait, ils sont très ouverts. Et en fait, pourquoi il faut que les femmes s'intéressent au sport? C'est justement, et là on en revient à l'éducation, pour que ces femmes-là, en s'intéressant au sport, elles arrêtent de dire à leurs filles, ça c'est pas un sport de filles. Et on a parfois l'impression, et ça je rejoins quand tu disais ça m'agace, on dit que ça évolue. Et moi aussi, parfois, on me dit, non, mais attends, c'est plus un sujet maintenant, les petites filles, elles font ce qu'elles veulent. Et ça m'agace un peu parce que j'ai un beau-fils qui est au lycée et qui me racontait la dernière fois qu'il a une copine qui est rentrée chez elle et donc elle a 16 ans et qui a dit à sa mère, ben moi, je veux faire comme Julien, je voudrais faire du renforcement musculaire, quoi. Et sa mère lui a répondu, non, mais les filles, elles n'ont pas de muscles, hein. Parce que tu vas devenir comme un homme. Et ça, c'est marrant parce que c'est vraiment une crainte encore aujourd'hui. Et donc, c'est ça, en fait. Et donc, plus on va faire des contenus, qui vont intéresser les femmes. Et donc, ça, il faut vraiment chercher. Ça, c'est vraiment un travail de journaliste, pour le coup. C'est d'aller chercher des angles, de chercher des formats, justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui vont vraiment plaire aux femmes, où elles vont se dire, ouais, en fait, oui, c'est vachement sympa, cette fille, je la connaissais pas, mais c'est top. Et en fait, c'est ça, et les rôles modèles dont on parlait tout à l'heure, et c'est là où je te rejoins, parce que moi, j'ai toujours dit que, ok, c'est super, les rôles modèles qui sont championnes olympiques, mais les rôles modèles, c'est aussi celles que j'appelle les championnes du quotidien, c'est-à-dire, c'est ta voisine, ta collègue, ta copine, qui, malgré ses 3 doubles et triples journées, va mettre ses baskets pour aller faire du sport. Et pourquoi elle trouve la motivation pour y aller? C'est dingue, c'est qu'il doit y avoir un truc derrière tout ça, c'est un mystère. Et en fait, parce qu'il y a plein de freins que nous, on est allé chercher chez les femmes, on est allé les battre en brèche. Tous les freins que se mettent les femmes pour faire du sport, en fait, ils tiennent pas, mais il n'y en a pas un qui tient. Et il y en a un qui arrive toujours en premier, c'est j'ai pas le temps. Ben, en fait, c'est pas ça. T'as le temps de regarder une série sur Netflix, t'as le temps d'aller boire un verre avec une copine, t'as le temps de lire un bouquin, donc t'as le temps de faire du sport. En fait, tout est une question de choix. Et plus on va démontrer aux femmes que faire du sport, c'est vraiment quelque chose d'ultra positif qui va les aider dans leur vie, qui va les changer, qui va les aider à être femmes, en fait, et pas à être des hommes, à être femmes, et plus on va réussir justement à les... Voilà, et c'est à elles qu'il faut parler en priorité, il me semble. Merci. Et toi, tu fais Non, mais juste parce que de manière concrète, en fait, je veux dire, c'est votre rapport au corps, en vrai. La finalité, c'est le rapport au corps. Le rapport au corps, ça veut dire on a une exigence et que nous imposent même les médias sur comment on doit être. Je veux dire, il n'y a aucune femme aujourd'hui, excusez-moi, journal Elle, puisque vous mettez aussi en avant, ou dans les journaux spécifiquement dans le prêt-à-porter et tout ça, je suis désolée, la femme sans cellulite, avec un ventre plat, les physiques, on nous complexe. Et oui, alors nous on a fait du haut niveau, mais aujourd'hui j'ai du gras, j'ai de la cellulite, j'ai un bidon comme ça. C'est cool, et je vieillis, et j'ai des rides, et bon, je n'assume pas mes cheveux. Non, on dirait Liso qui parle un peu. C'était une chanteuse, pardon. Ouais, Liso est merveilleuse pour ça. mais c'est ces obligations dans lesquelles on nous met, et même nous, on a dans le sport aussi, on a des femmes qui sont dans le sport, qui sont hyper sexualisées parce qu'elles veulent bien nous rappeler à tout le monde, et surtout aux hommes, qu'elles sont féminines. Ouais. Mais soyez vous-même. Et je pense que le sport amène ça. En tout cas, merci, bravo. On sent que c'est une émotion qui pourrait déborder.